Bonjour à toutes et à tous. Merci de nous avoir rejoints pour ce webinaire comme on en fait tous les trimestres depuis plusieurs années maintenant. On va parler, on va faire un petit bilan marché IMO pour replacer dans son cadre le marché de l'immobilier. Puis ensuite, derrière, on fera un petit focus sur la partie SCPI. Donc, voilà, c'est notre agenda du jour. Je vais commencer par me présenter. Je suis Marc Sartori, je suis président fondateur de la société Deep Invest. Ça fait un peu plus de 20 ans maintenant, 22 ans que je suis dans l'immobilier. J'ai diverses casquettes, interventions auprès de diverses associations. Par exemple, hier, on était à l'association Ancre sur la belle ville de Lens. Mais on va intervenir aussi sur différents supports, les AGFI, on fait un baromètre ensemble. On travaille aussi avec l'info durable. Et puis moi, je suis originaire de l'université Paris-Dauphine et j'interviens de temps en temps sur BFM encore. Voilà pour le programme. Deep Invest, pour ceux qui ne nous connaissent pas, nous sommes à la fois une fintech puisqu'on a des solutions techniques et technologiques qu'on propose au travers de notre plateforme deepinvest.fr, et puis on a en même temps un statut particulier puisque on a un statut d'analyste financier indépendant, ce qui veut dire qu'en fait on ne vend pas de part de SCPI et on travaille donc, on doit fournir l'information que l'on issus de nos analyses à l'ensemble des acteurs du marché, que ce soit les particuliers investisseurs, les conseillers en gestion de patrimoine, mais aussi les plateformes. On travaille avec Intential Patrimoine, avec diverses autres plateformes. Carbon Alpha, ça sera une annonce très prochaine. Et puis voilà, on a donc là, nos chiffres d'affaires un peu, on a passé les 1200 inscrits sur la plateforme et on a passé les 160 millions d'euros qui sont suivis ou simulés sur l'interface. Il faut absolument qu'on mette ce slide à jour. Voilà pour les présentations. Alors, les différents outils, qu'est-ce qu'on propose? On propose des outils d'analyse, des outils de notation, un comparateur de SCPI. Nos notations, ce sont nos fameux Deep Index financiers durables. On va revenir dessus quand on parlera des Deep sélections. On va avoir donc nos fameux, ça c'est la nouveauté, je vais revenir juste après dessus. On vous propose maintenant des portefeuilles préconstruits en fonction de nos analyses, des scores obtenus, dans lesquels vous pouvez aller piocher. Vous verrez qu'il y a une dizaine de portefeuilles. Et puis, on a surtout toute la dimension assurance vie pour lequel on a récupéré un peu plus de, c'est un énorme travail qu'on a réalisé de un peu plus de 160 portefeuilles, 160 assurances vie pour lesquelles on a identifié les SCPI et on a essayé d'enrichir, on va dire, l'analyse qui pouvait vous être proposée avec nos scores pour chacune de ces SCPI, des SCPI qui sont proposés en UC. Vous pouvez aussi suivre et gérer vos portefeuilles dans nos interfaces pour voir quand est-ce qu'il faut sortir, quand est-ce qu'il faut faire des choses d'arbitrage. Et puis, on a tous les portefeuilles qui sont géolocalisés. J'aurai l'occasion de revenir dessus. Notre nouveauté très récente, qui date d'il y a quelques semaines, c'est notre nouvel outil de Deep Sélection. La Deep Sélection, c'est les fameux portefeuilles qu'on vous propose avec, on se limite toujours à 3 ou 4 maximum SCPI par thématique. On aura l'occasion de regarder ça. On en doit être à une dizaine de portefeuilles maintenant, Risky Business, Sustainable Europe, où on va présélectionner des SCPI en fonction d'un certain nombre de critères. Et vous pouvez utiliser toute ou partie de ces portefeuilles pour créer vos propres portefeuilles vis-à-vis de vos clients. C'est inclus dans nos prestations et dans nos abonnements, qui peuvent être de deux natures, soit un abonnement qui est proposé désormais 2 mois sans engagement, ou un abonnement à l'année qui va vous permettre de bénéficier de l'ensemble des outils, des actualisations, de tous ces éléments-là, de suivre vos portefeuilles. Et puis, on importe l'ensemble des portefeuilles qui existent chez des agrégateurs. Donc, Carbon Alpha, c'est du natif. Et puis, on a d'autres, c'est un peu moins natif, par exemple pour E2S, où on va pouvoir importer tous les éléments de leur portefeuille via une petite procédure qu'on peut mettre en place assez rapidement. Voilà pour la petite page on va dire, d'explication de texte de qui nous sommes. Alors, on va commencer. On aime bien faire des petits sondages au début de nos webinaires.
Premier sondage, alors je vais vous expliquer après comment pouvoir proposer et répondre à ces sondages, mais premier élément, selon vous, le premier trimestre 2025 annonce-t-il un retour à la normale pour les marchés de l'immobilier? Vous allez avoir possibilité de répondre avec trois réponses. La première, c'est non, la crise n'est pas finie. La deuxième, ne tirons pas de conclusions trop rapides, attendons de voir ce qui va se passer. Et la troisième possibilité, le premier trimestre, me semble de très bon augure. Pour voter, en bas à droite, vous avez, alors je ne sais pas si on a mis le, ah non, on a oublié de mettre le petit voyant. En bas à droite, vous allez avoir trois petits points et vous allez pouvoir choisir le mode sondage qui est dans l'interface directement et avec cet outil vous allez pouvoir voter directement. Alors, je vous laisse encore voter quelques minutes. Le pessimisme est passé, on va dire, globalement, et on a plutôt une audience qui s'oriente vers on va dire, un optimisme raisonnable, avec ne tirons pas de conclusions trop rapides, semble-t-il. Je vous laisse encore quelques secondes pour voter. Oui, optimisme raisonnable. Je crois que c'est une bonne idée, cet optimisme raisonnable, et on va essayer de vous donner des éléments pour justifier de tout ceci, même si globalement le premier trimestre semble aussi être de bon augure. Ok, allez, on est parti. Donc entre optimisme et ne tirons pas de conclusions trop hâtives. Alors, juste pour figer deux, trois idées. Première idée, le pic d'inflation est parti. Effectivement, on est revenu en France sur des zones d'inflation qui sont tout à fait raisonnables. Et rappelons qu'il faut que pour qu'une économie fonctionne, il faut qu'il y ait de l'inflation, hein, parce que sinon, le pire pour une économie, c'est la déflation. Donc effectivement, il faut effectivement que tout ceci puisse se dérouler, qu'il y ait une inflation pour que ça puisse avancer. Voilà, normalement, on est revenu dans un lit d'inflation qui est, on va dire, raisonnable. Hein. Vous voyez, on est autour du 1,5, 1,5. C'est ce qu'il faut pour qu'une inflation, une économie avance. Alors, ça, c'est un premier paramètre. Le deuxième paramètre, qui est un paramètre assez critique, surtout pour la France, et vous allez voir l'impact sur le marché de l'immobilier. On vous a mis, alors tout le monde est au courant évidemment de la dette de la France, ce n'est plus un sujet en soi, mais quand même, il y a quand même une notion qui est importante à conserver, c'est qu'on est quand même dans un pays où on sait créer de la dette à chaque crise, mais on a du mal à la rembourser, cette dette. Et c'est peut-être ça qui est le plus critique, à savoir, par exemple, donc là, vous voyez, la crise de 2008 des subprimes, bon, hop, dette. Et puis, ça a continué à monter gentiment. Et puis, à la deuxième crise Covid, hop, dette. Alors, vous voyez que ça a décru un petit peu, mais on n'est quand même pas sur des zones qui soient quand même substantielles. Puis, vous voyez que là, on est quand même toujours dans des lits qui sont extrêmement élevés. Alors, pourquoi c'est important d'avoir ça en tête? Parce que derrière, ça va avoir un impact sur les taux d'intérêt. Et les taux d'intérêt, on va les regarder ici. Donc, vous voyez, là, ce graphique-ci présente l'évolution des taux d'intérêt pour la Banque centrale européenne. Vous voyez qu'on était à 0 en 2022. L'année 2023, pardon, excusez-moi, l'année 2023 a vu une augmentation, je pense qu'on peut la qualifier de substantielle, puisqu'on est passé, elle était historique, hein, et brutale. On est passé en quelques mois de 0 à, quelques dizaines de mois, de 0, on a passé les 4%. Donc c'était du jamais vu dans l'économie française et européenne. Ça veut dire que l'immobilier, il est clairement tributaire de cet élément. Et puis vous voyez que ça rebaisse aussi vite que c'est monté, et c'est plutôt la bonne nouvelle, et c'est ce qu'on voit depuis plusieurs trimestres désormais. Et on devrait avoir aujourd'hui Madame Lagarde, la Banque centrale européenne, qui devrait annoncer probablement du 2%, avec peut-être derrière, alors c'est là où tout le monde regarde, peut-être qu'il y aura encore une annonce d'une baisse derrière, mais on ne sait pas. Alors,
la conséquence de ça, c'est que le marché français, il est structuré autour de l'OAT, c'est la courbe ici, la courbe bleue. L'OAT, c'est le prix auquel s'endette l'État français, et c'est ce qui sert de référent pour les crédits immobiliers. Et donc, vous voyez que globalement, on est quand même sur un marché qui est monté en pic, hein, et effectivement, sur la période ici présente. Et on venait de très très loin, hein. Vous voyez c'est un historique sur plusieurs années. Mais vous voyez aussi que c'est extrêmement erratique. Et là, par exemple, ce pic-là, ça a été le moment où il y a eu dissolution, etc. Les pics, ici, on les a avec les différentes annonces de, par exemple, Trump. Donc, la géopolitique a une importance essentielle maintenant. Euh, Maintenant qu'on a des décisions qui peuvent être un peu erratiques, et si on regarde ce qui se passe, la capacité d'emprunt au niveau mondial, on a eu hier deuxième coup de semonce pour la Banque centrale du Japon, qui n'a pas réussi à placer sa dette sur 30 ans. Donc, plus les tensions qu'il peut y avoir sur la dette américaine, en fonction des décisions plus ou moins erratiques du président. On est dans un monde qui est incertain, et s'il y a quelque chose qui n'est pas très bon pour l'immobilier, c'est l'incertitude, parce qu'en immobilier, c'est rare que vous preniez une décision pour 3 mois, ou que vous vous engagez plutôt sur 5 ou 10 ans. Et donc, ceci a un impact extrêmement fort sur ce qui peut se passer. Donc, voilà, il faut bien prendre les deux taux, les garder en tête. La BCE qui baisse régulièrement ses taux, et pour autant l'OAT français qui ne baisse pas. Et c'est cette décorrélation qui n'était généralement pas constatée, et qui est directement liée au poids de la dette française, et donc qui peut avoir un impact sur le marché de l'immobilier. Alors, qui peut avoir un impact sur les marchés de l'immobilier. On va commencer par, alors on va en faire deux, parce qu'on aura plus de temps en septembre pour faire un topo sur l'ensemble des marchés. Mais si on regarde ici ce qui se passe sur le plus gros marché, et un des plus gros marchés pour les SCPI, c'est le marché des bureaux. On a dépassé, on est, enfin pas dépassé encore, mais on n'est pas très loin des 6 millions de mètres carrés de bureaux disponibles. Alors là, ce sont des chiffres uniquement valables pour l'Île-de-France, mais c'est un bon indicateur quand même de ce qui se passe sur cette thématique-là. Et donc, vous voyez qu'on est quand même sur un volume de surface disponible qu'on peut qualifier d'historique, puisque derrière, on n'est pas très loin des 6 millions de mètres carrés. C'est du jamais vu, et si on a fait un historique un peu long, vous voyez qu'au moment de la crise des subprimes, où ça a été une grosse tension quand même sur le marché, on était en dessous des 2,5 millions, et on est passé aux 4 millions. Mais vous voyez qu'on n'est jamais revenu sur des bases anciennes, et le Covid avec tous les phénomènes qui ont pu se passer sur le bureau, a vraiment déclenché un processus d'augmentation de la surface disponible qui est quand même extrêmement enfin, qui est une alerte extrêmement sérieuse. Alors, effectivement, on a le télétravail, on a plein d'éléments, mais voilà, c'est quand même très structurant, et ça conditionne énormément ce marché qui est, une fois encore, extrêmement important. Alors ça, c'est sur l'Île-de-France, mais au niveau européen, les tendances sont assez similaires. Et si on regarde le volume des investissements sur ce segment professionnel, vous voyez qu'on a fait une historique, alors beaucoup moins longue, mais on est quand même on a en 2022 et 2023, alors début 2023, mais surtout début 2022 et 2021 encore plus, on était sur des volumes d'investissement qui se comptaient, qui étaient extrêmement substantiels, et vous voyez que ces volumes ont été pratiquement divisés par deux. Alors, on est revenu, le début 2024 était particulièrement catastrophique sur cette dimension-là. 2025 est, on va dire, plus substantiel, mais on n'est pas encore, vous voyez, on est encore sur des bases qui sont pratiquement similaires à celles de 2023, qui était quand même pas une ambiance extraordinaire. Donc, vous voyez qu'il y a encore énormément de marge. Alors, la conséquence de tout ça, c'est le slide juste après, c'est le prix. On a eu alors je pense qu'on peut dire une purge à ce niveau-là, hein, parce que c'est quand même extrêmement violent, la baisse des prix à laquelle on a assisté sur le segment des bureaux. Donc, une fois encore, c'est sur l'immobilier d'Île-de-France, mais vous voyez qu'on avait passé les 8 000 euros du mètre carré, acte en main, et on se retrouve à du 5,5 millions au premier trimestre 2025. Ce sont des tendances, vous voyez, la baisse, elle s'est faite en un an et demi. Alors,
attention quand même à ces éléments parce que on a eu des volumes de ventes qui étaient donc, comme je vous disais le slide d'avant, extrêmement faibles, et on peut supposer que les ventes qui se sont faites, ce sont quand même des ventes qui se sont faites à bon compte, c'est-à-dire des vendeurs un peu dans l'obligation de vendre et des acheteurs qui achetaient du coup à des tarifs qui étaient plutôt attractifs. Euh, Néanmoins, on est quand même sur ces bases-là, et ce sont ces bases de mutation qui servent à faire les expertises et qui ont servi à faire des expertises tout au long de l'année 2023 et 2024. Et c'est ce qui a probablement très largement contribué à faire baisser les valeurs de part de l'ensemble d'un certain nombre de fonds immobiliers, je ne vais pas dire l'ensemble, d'un certain nombre de fonds immobiliers. Et on va revenir sur cette dimension-là dans notre focus sur la partie SCPI. Alors, la bonne nouvelle, parce qu'il y en a quand même, c'est que les loyers ne sont jamais baissés, n'ont jamais vraiment baissé dans cette. Alors, il y a des petites tendances, hein, mais globalement, enfin, il y a des petits incidents de conjoncture, mais globalement, la tendance est quand même à la hausse des loyers. Alors, nous, on y voit une très grosse explication, c'est qu'il y a un taux d'accompagnement qui est très substantiel, qui ne se voit pas dans les chiffres des loyers, hein, puisqu'on est sur la base de. Alors, ce qu'on appelle le taux d'accompagnement, c'est une franchise de loyer, c'est-à-dire qu'on va offrir des semaines, mois, dizaines alors peut-être pas dizaines, mais plusieurs mois de loyer aux locataires qui prennent. Donc ça ne se retrouve pas dans ces prix-là. Mais quand on est à 30% de taux d'accompagnement, c'est quand même extrêmement substantiel. Et on est quand même sur des loyers qui restent forts. Donc ça veut dire que les biens qui se louent à des bons prix. Et c'est probablement le principal enseignement, c'est-à-dire qu'on a des biens qui sont, on va dire, un petit peu, entre guillemets, déclassés, ce qu'on a baptisé dans l'immobilier durable des actifs échoués, c'est-à-dire des actifs qui ne correspondent plus à demande pour un certain nombre de paramètres, un certain nombre de critères, mais qui sont au bout du compte extrêmement et fortement impactés parce qu'ils ne peuvent plus être reloués en l'état, donc ils nécessitent des travaux ou d'être vendus pour qu'il y ait des travaux, pour qu'ils reviennent ensuite dans le pool des biens qui soient loués. Mais ceux qui peuvent être loués, eh bien, ils sont loués à des prix qui sont quand même plutôt substantiels. Hop là, alors j'ai passé plusieurs, attendez voir, excusez-moi, je reviens ici, voilà. Pour faire la transition avec le second marché qu'on va regarder sur le marché résidentiel, les investissements des institutionnels sur ce segment, ils ont été historiquement toujours assez faibles parce que c'est un segment, le résidentiel et globalement résidence étudiante, EHPAD, tout ce qui s'ensuit, qui est un segment qui représente des rentabilités qui sont relativement moindres, on va dire, que sur d'autres segments des bureaux, par exemple, ou du commerce ou de la logistique. Et donc, on a des investissements qui étaient historiquement faibles et qui ont connu un pic sur les années 20, 21 et 22, 2021, 2021 et 2022, et puis qui sont rebaissés très fortement. Et vous voyez que depuis 2023-2024, on est revenu dans les étiages des années passées, et 2025 s'annonce être à peu près sur la même mécanique. Donc le marché résidentiel est pour l'essentiel tenu par, par des particuliers qui vont le faire tourner. Et on a eu au passage sur la partie du neuf les logements sociaux qui ont eu le créneau a été extrêmement bon pour eux pour faire des achats, on va dire, à bon compte, parce que il y a beaucoup de promoteurs qui n'arrivaient pas à trouver à vendre leur programme et qui les ont vendus via des bailleurs sociaux. Et donc il y a eu quand même un programme. Alors la limite des bailleurs sociaux, c'est qu'ils ne peuvent pas s'endetter vu que l'État est déjà très endetté, donc ils ne peuvent pas aller beaucoup plus loin que ce qu'ils ont fait, mais ils ont quand même eu des investissements plutôt substantiels. Ça, c'est l'évolution des taux pour les particuliers, mais globalement sur le marché IMO, vous voyez qu'on a eu le pic historique, on le voit très bien, et il a décru, qui est quand même une tendance quand même, on va dire, régulière et substantielle, hein. Vous voyez, les pentes sont quasiment identiques. On est revenu sur des étiages autour des 3%, ce qui permet à un marché d'immobilier de tourner, ce que je dis un peu toujours, mais entre 2 et 3%. Voilà, c'est le marché immobilier sait travailler à 2 ou 3%. Le marché de l'immobilier savait très très bien tourner à 1%, voire on a même vu des taux plus bas, mais on savait tous pertinemment que c'était une période, on va dire, un peu exceptionnelle.
Et si on est autour de 2 ou 3, alors il faut se refaire à l'idée qu'on pouvait avoir que ça a augmenté, c'est ce que l'ensemble du marché est en train de faire, mais globalement à 2 ou 3%, c'est ce qu'on a connu historiquement et c'était des choses qui étaient tout à fait raisonnables. Euh, donc voilà, et puis qu'est-ce qui se passe sur le nombre de prêts? Parce qu'on peut avoir des taux faciales qui sont attractifs, mais on peut aussi avoir des gens qui ne sont pas forcément intéressés, et surtout des banques qui ne prêtent pas forcément. Et là, sur ce volet-là, nos amis banquiers, vous voyez que la chute était historique, hein. La brutalité de la chute était historique. Clairement, on a atteint un point bas. Les courbes sont très claires sur le sujet. Et c'est en train de remonter. Alors, ça remonte, mais on va dire que ça remonte doucement sur l'ancien, un peu moins doucement sur le marché du neuf, mais ça reste un marché extrêmement compliqué pour d'autres raisons que je vais vous téter juste après. Donc voilà, globalement, on est quand même sur un marché qui reprend très fortement des couleurs, avec quelques incitations fiscales, mais qui ne sont pas encore substantiellement structurantes pour vraiment changer cette dimension-là. Deux derniers graphiques pour terminer sur cette partie-là. Le volume de transactions, qui est toujours un indicateur intéressant de ce qui se passe. Premier indicateur, le volume. Le volume, vous voyez que on était alors sur des points hauts, hein, clairement, mais la correction a été quand même extrêmement brutale et on est revenu sur des tendances qu'on avait dans les années 2000. Hein. Donc, ça veut dire que derrière, on a gommé la dynamique, mais on est quand même sur. On ne peut pas dire que le marché dans les années 2000 jusqu'à 2010 était quand même particulièrement catastrophique au niveau de l'immobilier. C'est simplement qu'on a changé de monde et que les surstimulus qu'on pouvait avoir au niveau des taux sont passés. Alors, sur et sous stimulus, puisque là, cette chute, elle est pour l'essentiel due à ce que je disais tout à l'heure, à savoir les taux. Alors, qu'est-ce qui s'est passé au niveau des prix? Bon, je ne vais pas revenir parce qu'on se fait toujours un peu de mal quand on regarde quels étaient les prix dans les années 2000. Si je vous montrais 90, enfin là, c'est le passage à l'euro autour des années 2000. Bon, voilà, la performance est assez exceptionnelle. On a eu la petite chute de 2008 au niveau des prix. Dans l'ancien et dans le neuf, là, je vous ai mis que l'ancien, mais la courbe du neuf suit à peu près la même disposition. Et puis, vous voyez ici, on est arrivé, donc on a eu une baisse des prix, mais on n'est pas sur un effondrement comme ce qu'on a pu voir sur le marché des bureaux, c'est-à-dire que globalement, le résidentiel a plutôt très bien tenu. On est sur du peut-être 5 ou 6%, vu la chute des transactions qu'il y a eu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les vendeurs, peut-être et probablement qu'à la différence des bureaux, les vendeurs étaient beaucoup moins pressés de vendre. Ils ont attendu et finalement, comme le marché est en train de repartir, bon, on n'est pas à dire, comme certains articles de journaux, que les prix sont en train de monter. Bon, je pense qu'on n'en est pas tout à fait là. Déjà, si on pouvait écouler ce qu'il y a avant que les prix remontent, mais on est quand même sur un marché qui s'est stabilisé et il n'y a pas eu d'effondrement des prix comme ce qu'on pouvait nous annoncer. D'ailleurs, du reste, et l'offre et la demande, hein, c'est la loi du marché de l'immobilier, et la demande est toujours très substantielle, donc il n'y a pas de raison vraiment que ça puisse s'écrouler. Alors on a mis deux, trois perspectives, parce que c'est toujours bon un peu de prendre du recul. On le fait ça à chaque trimestre, donc vous voyez que sur la baisse des taux, on était à élevé, on est passé à moyenne, et probablement qu'on passera à faible si la BCE passe à 2%, comme ce qui est prévu ce jour. Elle aura fait l'essentiel du boulot, peut-être qu'elle redescendra encore de 0,25, mais on va être globalement sur l'étiage maximum. On attendait un stimuli fiscal, je l'ai baptisé New Pinel, bon, il n'arrivera pas, et dans la conjoncture politique actuelle, très probablement pas du tout. On reste à faible sur cette dimension-là, donc pas grand-chose à apporter. C'est ce qui stimulait le marché du neuf. Le problème, c'est que le marché du neuf, la plupart des promoteurs capitalisaient cette aide fiscale dans la valeur du prix de vente qui était vendu plus cher que de l'ancien. Donc, ça n'avait pas forcément un intérêt extraordinaire. Par contre, au niveau économique, ça faisait tourner la machine, puisqu'il y avait des constructions qui se faisaient. Quand vous achetiez du neuf, vous faisiez appel à un cuisiniste, etc. Puis il y a quand même une réelle demande et un réel besoin de logement pour loger des gens qui trouvaient des locataires. Donc voilà, donc peut-être que, alors
Est-ce qu'il y aura un nouveau stimuli fiscal? Probablement après les élections présidentielles. C'est pour ça que la plupart des promoteurs attendent 2027 en se disant d'ici là, qu'est-ce qui pourrait bien se passer? Sur le volet du neuf, toujours pour rester sur cette dimension-là, l'an prochain, on a les élections municipales. Peu probable que les maires lâchent la bride au permis de construire. Et puis s'ensuit derrière les élections présidentielles, s'il n'y a pas de dissolution d'ici là, évidemment, hein, toutes choses étant égales par ailleurs. Et si on a dissolution, si on n'a pas de dissolution et qu'on va jusqu'au présidentiel de 2027, on va avoir quand même 2 années fortement électorales, 26-27, avec globalement un impact fiscal qui pourrait être extrêmement faible. Sur la partie des hausses des impositions, alors il n'y aura pas de hausse d'impôts, c'est sûr, il n'y aura pas de hausse d'impôts. Enfin, il y a un moment, il va falloir quand même baisser cette dette. Et l'immobilier a quand même un intérêt extrêmement fort pour l'État, c'est que ça ne se déplace pas. Et donc, quand vous augmentez, là, il y a eu les taux des droits de mutation qui ont été un peu élevés, enfin, qui ont été laissés à au libre arbitre des communes et des communautés de communes et des régions, qui vont probablement faire appel à ce levier-là parce qu'elles ont besoin d'argent. Et puis globalement, un petit ISF ou un équivalent, enfin l'IFI actuel est déjà substantiel et pourrait peut-être être augmenté. Bon, voilà, globalement, ce sont des choses qui sont pas très difficiles politiquement à faire passer parce que c'est toujours le propriétaire en France, c'est toujours celui qui est riche forcément. Donc voilà, c'est des variables d'ajustement assez faciles. On a un élément qui devient un peu structurant. Ce sont les contraintes sur les réglementations environnementales. Vous voyez qu'on l'a passé à moyen parce qu'a priori, il va y avoir un allègement, on va dire, des contraintes environnementales. Ceci étant, sur la partie contraintes environnementales, on a toujours un petit doute parce qu'une fois que tous les propriétaires, acheteurs et vendeurs ont compris que d'une manière ou d'une autre, ça allait être à prendre en compte, même s'il y a une libération sur ce volet-là, tout le monde l'aura quand même en tâche de fond dans sa tête et ne pourra pas faire les mêmes choix qu'ils pouvaient être faits il y a encore 5 ou 6 ans où on se disait, bon, l'environnement, oui, ça viendra, c'est important, hein, mais pas tout de suite. Je vais passer à notre seconde question et puis on va rentrer dans le vif du sujet sur nos SCPI. Alors, juste pour vous connaître un peu plus, un peu mieux, la pierre papier, est-ce un produit financier dont vous avez des difficultés à saisir le fonctionnement mais qui vous intéresse? Première possibilité. Deuxième possibilité, dont vous comprenez le fonctionnement mais dans lequel vous avez une méfiance depuis la crise de 2023. Pardon, excusez-moi. Troisième possibilité, dont vous comprenez le fonctionnement et que vous proposez régulièrement. Je vous laisse voter. En bas à droite, appuyez sur les trois petits, le cube de 3 petits points et vous allez avoir l'outil sondage qui va vous permettre de voter. Je vais profiter pour boire un petit coup. Voilà. Donc globalement, on est sur une audience professionnelle et qui connaît les SCPI. Alors, on a, juste pour me faire mentir, hop, c'est en train de remonter côté difficulté pour le comprendre ou des doutes. Voilà. Bon, globalement, on est quand même sur une audience professionnelle. Alors, je vais du coup euh, expliquer extrêmement brièvement. C'est quand même toujours intéressant de replanter le décor. Une SCPI, c'est quoi? Des associés qui donnent de l'argent à des gérants pour acheter des immeubles qui sont loués avec des locataires et qui produisent donc des revenus mensuels ou trimestriels, le plus souvent c'est trimestriel via des dividendes qui sont versés et des expertises qui sont réalisées maintenant tous les semestres, au moins une fois par semestre et à minima une fois par an par le passé, et qui peut impacter le prix de la part. Voilà la mécanique extrêmement rapide. Et je vais rentrer maintenant dans le détail avec nos outils. L'outil que je vais me servir, c'est notre outil. Alors là, c'est la version grand compte, mais il est disponible dans notre offre CGP Gold. Il s'appelle le baromètre annuel ou trimestriel des SCPI. Je le mets en plein écran et je vais vous présenter 2-3 éléments. Alors évidemment, je ne vais pas tout faire, mais sachez qu'il y a des éléments qui permettent de vous raccrocher pour savoir ce qui se passe. Par exemple, quels sont les dernières SCPI qui sont lancées,
puisqu'on va suivre avec les dates d'enregistrement de fonds en fonction. On a Pierre Val qui va se rajouter, qui vient Eurial Asset Management qui vient de lancer une nouvelle SCPI santé. Donc vous voyez qu'on a eu énormément de lancements de SCPI sur l'année 2024, mais 2023 était aussi quand même assez dynamique sur cette dimension-là. Donc, c'est une bonne nouvelle. Alors, c'est une bonne nouvelle pour vous parce que vous allez avoir le choix, conseiller en gestion de patrimoine, pour choisir des fonds dans tout ceci. Bah oui, ça veut dire aussi qu'il faut travailler le marché et bien analyser le marché. Alors, ça tombe bien, on est là pour ça, on est là pour vous aider, pour vous planter un peu le décor. Ici, on a le nombre de SCPI qui ont publié au premier trimestre 2025. Vous voyez qu'on n'a jamais été aussi haut sur un premier trimestre, 115, à comparer au troisième trimestre 2024 où on était à 107. Pourquoi est-ce que je ne regarde pas le quatrième trimestre? Parce qu'il y a certaines SCPI qui publient une fois par semestre et non pas une fois tous les trimestres. C'est pour ça que vous allez avoir toujours un petit décalage dans le nombre de SCPI. Donc, il faut regarder premier trimestre à premier trimestre ou premier et troisième avec le premier trimestre et troisième trimestre de chaque année. Donc, vous voyez que sur la même période, l'année dernière, on était à 100 SCPI qui avaient publié. Là, on est à 115, donc 15% de plus en nombre. C'est quand même assez. Ça montre un grand dynamisme de marché. Et qu'est-ce qui se passe en termes de capitalisation? Alors là, c'est beaucoup moins dynamique, puisque si vous regardez sur le premier trimestre 2024, on était pas très loin des 78 milliards en termes de capitalisation. Je ne parle pas des SCPI fiscales, bien sûr, juste en SCPI de rendement. Et là, on est à 75, presque 76. Donc, on a quand même eu, encore sur ce trimestre, de la destruction de valeur. Alors, cette destruction de valeur, elle s'explique comment? Elle s'explique évidemment par les évolutions sur la valeur des parts. Je vais y venir juste après. Je vais vous parler de taux de distribution. Alors, c'est ce que tout le monde regarde et c'est ce qu'on continue à dire que c'est un des plus mauvais indicateurs pour comprendre le fonctionnement du marché des SCPI, mais on en parle quand même bien évidemment. Pourquoi c'est un mauvais indicateur? Parce que c'est la conclusion, le taux de distribution, c'est ce que le véhicule va fournir comme rendement. Alors, certes, c'est important pour l'investisseur final, mais c'est pas avec ces éléments-là que vous allez pouvoir choisir les bons fonds. Les fonds, ils vont se choisir à partir d'autres critères qui sont structurants. Et ceci étant, vous voyez que le taux de distribution a vraiment fortement augmenté. Alors, c'est tout à fait logique parce qu'en fait, c'est pour ça que je dis que c'est un mauvais indicateur, parce que le taux de distribution, c'est un ratio entre la valeur de la part, enfin le dividende versé, pardon, et la valeur de la part au 1er janvier de l'année. Vous voyez, comme la valeur de la part elle a baissé, globalement, taux de distribution, mais le dividende, s'il est identique, mécaniquement, ça fait monter votre taux de distribution. Voilà, donc c'est pour ça qu'on dit que c'est un mauvais indicateur, parce que globalement, là, il augmente très fortement, mais c'est simplement parce que globalement, au niveau du marché, les valeurs de part ont quand même pas mal diminué. Un élément qui est important à regarder, mais qui est d'une stabilité quasi absolue, le taux d'occupation financier, c'est la capacité du fonds à remplir le patrimoine qu'il a acheté. Alors c'est important. Pourquoi est-ce que ça en importance, c'est un peu amoindri? Parce que derrière, vous avez les franchises de loyer qui ne sont pas suivies, enfin, qui n'apparaissent pas directement. Ça veut dire que quand il y a des gestes commerciaux qui sont faits par les gérants lorsqu'ils louent, eh bien, ils considèrent quand même ça comme du revenu. Voilà, donc c'est pour ça qu'il faut aller regarder un petit peu ailleurs ce qui se passe. Je vais vous parler globalement. Alors, je vais aller ici pour vous parler de 2-3 éléments. Celui-là, alors il y a beaucoup de chiffres, mais vous allez voir, ça va bien se passer. Globalement, ici, c'est la capitalisation par segment. Et vous voyez qu'on a un segment des bureaux qui, alors attention, pareil, premier trimestre, tout le monde ne publie pas, donc on va regarder trimestre passé, ce qui s'est passé, le trimestre de l'année 2024, pour avoir une année de référence. Vous voyez qu'on est, alors là, ce sont les SCPI les gérants qui identifient leurs fonds. Bureaux, logistique, diversifié, commerce, etc. Et là, vous voyez que globalement, il y a une baisse très substantielle de la capitalisation qui est concentrée par les SCPI purement bureaux. Alors, ça, ça provient de 2 origines. Première, qui est extrêmement simple, c'est qu'il y a de moins en moins de SCPI qui s'identifient purement bureaux. Et donc, elles sont, vous allez voir, c'est le corollaire, le segment diversifié qui est en pleine croissance, puisque à la même période, on était à 48 milliards de capitalisation pour les SCPI bureaux
et on est arrivé à 43 un an après, et on était à 10 milliards, presque 11 pour les SCPI diversifiés, et on a passé les 13 milliards. Alors, c'est parce c'est surtout parce qu'il y a beaucoup plus d'acteurs qui sont diversifiés maintenant, et de moins en moins qui sont dans les bureaux, et sachant que celles des bureaux, elles ont aussi baissé leur valeur de part. Donc, c'est le double effet qui se conjugue pour aboutir à cette tendance-là. Alors, est-ce que c'est bien, est-ce que c'est mal? Nous, on a quand même un petit a priori sur le fait que les gérants s'identifient systématiquement en diversifié, parce que ça veut dire que vous, conseiller en gestion de patrimoine, qui avez un devoir de conseil vis-à-vis de vos partenaires et vis-à-vis de vos clients, bah, il va être difficile d'identifier une SCPI diversifiée, de savoir comment elle va évoluer. L'avantage d'une thématique pure, par exemple bureau, bon, bah, le segment des bureaux est compliqué. Ok, bah, vous savez que le segment des bureaux est compliqué, donc vous savez que les SCPI du segment de bureau sont compliqués. Après, derrière, votre métier, c'est aussi d'aller chercher, de panacher dans les allocations que vous faites pour diversifier les allocations de vos clients. Et c'est vrai que sur cette partie-là, c'est un peu moins facile sur cette partie-là. Je vais pas parler du taux d'occupation financier, je vais aller regarder comme le temps file, je vais aller regarder ce qu'on fait aussi sur ici. Vous voyez qu'on a mis 3 ans pour regarder les dynamiques. Alors c'est tous les fonds, donc oui c'est un peu petit, mais je vais vous les commenter. Vous voyez qu'il y a quand même encore des fonds qui, sur ce premier trimestre pardon, 2025, ont très fortement baissé leur valeur de part. C'est le cas d'épargne foncière qui avait tenu jusque-là et qui a baissé très substantiellement. Alors, je dis substantiellement parce qu'on était quand même sur un fonds qui avait dépassé les 5,2 milliards de capitalisation. Et le baisse de la valeur de la part a eu comme impact une destruction de pratiquement 1,1 milliard de capitalisation. C'est très substantiel. La française a vraiment fortement dégradé et c'était pas forcément attendu. Vous verrez, nous on avait regardé dans les courbes, ils avaient encore de la marge pour attendre. Donc c'est vraiment par anticipation et ils ont fait quelque chose pour marquer le coup et pour que globalement, voilà, tout le monde enfin, ils puissent avoir de nouveau des marges, mais l'évolution est quand même très substantielle. Vous voyez que toutes les bancaires ont fortement baissé, et puis on a aussi des évolutions très substantielles sur. Je parlais des bancaires. Hein, vous voyez qu'Edissimo n'en finit pas de baisser. Edissimo plus de 4 milliards au 31 mars 2023 et on finit à 3 milliards. Donc, c'est quand même des mouvements extrêmement puissants. Alors ça, c'est pour les mauvaises nouvelles. Dernière mauvaise nouvelle, Primo Pierre, hein, 2 millions 2, on était à presque 4 milliards. On parle de division par deux. Hein, donc c'est quand même, c'est quand même extrêmement substantiel ce qui s'est passé sur le marché en 2024. Et pendant ce temps-là, et c'est pour ça qu'on a des vraies évolutions, c'est qu'on a, par exemple, Quorum Origin qui, lui, a réussi à faire la tendance inverse. Donc, vous voyez que si on mettait simplement l'année pour voir les SCPI qui sont qui sont le plus performantes, clairement, Quorum est en train de récupérer et de grignoter des places. Quorum Origin va être dans les premières capitalisations, ce qui n'était absolument pas le cas avant cette crise. Et puis, dans le rayon des surprises extrêmement substantielles, des évolutions très substantielles. On a Hirokuzen, évidemment, avec des capitalisations, des collectes très très fortes. Remake, Transition Europe, qu'on voit ici, hein, qui était quasi inexistante en 2023. Pour mémoire, hein, c'était 39 millions la capitalisation et on est à 677 millions d'euros de capitalisation. Alors, c'est très bon et attention quand même aussi parce que sur de tels mouvements, de telles collectes, il y a aussi à faire attention de manière à ne pas à ce qui s'est passé pour les grosses SCPI qui collectaient très fort et qui devaient placer très rapidement du patrimoine, parce que ça se déroule pas pour les autres SCPI. En termes de gérants, vous voyez que la française a bien dégringolé en termes de capitalisation, au même titre que Primonial, mais ça, enfin, ex-Primonial, pardon, qui s'appelle Primia maintenant. Et puis, on a aussi Amundi. Donc, en fait, les trois premiers, vous voyez, se sont fait griller les places. Et Sofidy est en train de rentrer dans le top 3, et au même titre que, comme je vous le disais, Quorum.
Et donc, on a quand même une vraie révolution dans les acteurs, avec des changements extrêmement forts qui sont en train de se dérouler. Et puis, vous voyez que on a aussi des acteurs qui arrivent à maintenir leur part historique, du type Advenis par exemple, Norma aussi qui est en train de prendre une place assez substantielle sur le marché. Et on retrouve nos Iroko et Arkea avec Transition Europe, comme je parlais tout à l'heure. Ça, c'est pour un peu une photo globale de ce qui s'est passé. Ensuite, derrière, comme le temps tourne, on va les regarder un peu plus précisément. Si on regarde un focus par gérant, donc là, je vous ai mis Advenis qui est reparti en croissance et qui a toujours maintenu une croissance, plus modeste, mais ce sont des fonds qui sont quand même assez substantiels. Au rayon des croissances, on se retrouve à avoir aussi des acteurs comme Atlan, qui a réussi à maintenir une croissance malgré la conjoncture, et c'est quand même à noter. Et on a une épargne-pierre Europe qui est quand même arrivée très rapidement à prendre des places assez substantielles sur le marché. J'ai parlé de Quorum, je ne vais pas en revenir. Ça, c'était pour les SCPI qui ont été plutôt dynamiques. Les SCPI, on va dire stables, mais c'est pas forcément qui maintiennent leur performance, on va le dire comme ça. Alderan qui continue à croître malgré une, on va dire, une réduction de la dynamique, avec quand même, donc, vous voyez, Activimo est quand même beaucoup. Activimo collectait plus de centaines de millions de collectes il y a encore quelques temps. On n'est plus sur ces régimes-là, et ça a été repris le flambeau semble avoir été repris par Comet, même si c'est dans des dimensions un petit peu différentes. Et puis, j'ai parlé des extrêmement dynamiques, je vais juste les citer très brièvement. Arkea, vous voyez que la courbe, elle n'est pas exponentielle, mais on n'en est pas très très loin. Et puis, qu'est-ce que je pourrais vous parler d'autre? Alors, Epicap aussi, par exemple, qui a alors, attention aux échelles, hein, on est en millions par rapport à Arkea, mais on est quand même sur une SCPI qui maintient un taux de collecte relativement substantiel, et la tendance est plutôt intéressante. Je vais vous montrer, vous savez qu'on fait des tops aussi, hein, tous ces tops sont accessibles évidemment sur nos interfaces. Les plus fortes collectes, sur la valeur, les plus fortes, ah oui, leur collecte, pardon, c'est ce que je voulais vous montrer. Vous voyez qu'on est quand même maintenant, on est revenu sur un marché qui collecte plus, hein, puisqu'on avait les trimestres passés et toute l'année 2024, on avait quasiment plus de SCPI qui collectaient au-dessus de 100 millions. C'est revenu avec les trois que je vous ai cités. On est plus quand même, on est sur des tendances qui sont quand même plutôt convenables, hein, vous voyez, Comet, on les a tous ici. Et puis on a quand même de l'autre côté, alors là, c'est de la décollecte, mais c'est pas de la décollecte pure, c'est-à-dire c'est essentiellement dû aux baisses de valeur de part, évidemment, épargne foncière qui a baissé très substantiellement ses parts, Primovie. Voilà. Et puis, le corollaire de tout ça, c'est qu'en général, on a des délais de session qui sont quand même extrêmement importants, avec un certain nombre alors, je ne vais pas tous les citer, mais vous voyez qu'on avait précédemment très peu de fonds précédemment, c'est-à-dire en 2022, qui étaient avec des fonds immobiliers qui étaient bloqués. Et là, on en a quand même 99 999. Ça veut dire qu'en fait, on ne peut pas calculer parce qu'il n'y a pas eu de mutation de part sur le trimestre écoulé. Donc, on a quand même encore un certain nombre de SCPI pour lequel le marché est illiquide. Et pour autant, on a des SCPI qui continuent à maintenir une liquidité sur leur marché. Donc, à la fois parce qu'elles collectent, mais aussi parce qu'elles arrivent à attirer des gens, et elles arrivent surtout à replacer leur part. Donc, c'est quand même, voilà, le marché qui continue à être extrêmement hétérogène. Et puis, c'est ce que tout le monde regarde, hein, si on doit terminer par ces éléments-là, parce que s'il y a des questions après, on va les prendre. Vous voyez, par exemple, là, on vous a mis un exemple. Donc là, en fait, c'est le tunnel de valorisation. Donc, la surface verte, c'est plus ou moins 10% par rapport à la valeur de reconstitution, qui est la valeur de référence pour fixer la valeur des parts à l'achat. Et la courbe jaune, c'est la valeur des parts à l'achat qui est fixée par le gérant. Donc, vous voyez que globalement, on a eu une légère appréciation du patrimoine d'Activimo, ce qui fait que globalement, on a un alignement entre la valeur d'achat
et la valeur de reconstitution pour cette SCPI. Alors, je ne vais pas toutes les faire, hein, parce qu'il y en a maintenant un peu plus de 150, je crois, en SCPI de rendement. Donc ça, évidemment, cette analyse-là, elle marche sur les SCPI à capital variable. J'en ai pris deux, trois. Aximo Pierre, par exemple, de BNP. Vous voyez que globalement, si on refait un peu d'historique, alors c'est pas pour expliquer l'historique, mais vous voyez qu'il y avait de quoi anticiper qu'il allait se passer des choses. Par exemple, au mois de juin 2023, vous voyez que globalement, on savait que ça allait baisser. Là, ils sont revenus dans des zones où c'est presque des zones d'entrée. Et c'est ce qui peut expliquer, d'ailleurs, c'est ce qu'on dans l'un des portefeuilles qu'on propose dans notre 10 petits sélections, il y a un certain nombre de fonds, alors pas Aximo Pierre évidemment, mais d'autres fonds qui peuvent être sur lesquels il peut être intéressant de se positionner et d'entrer à bon compte entre guillemets, parce que l'essentiel des baisses étant passé, eh bien, et comme vous avez des gens qui veulent sortir, eh bien, c'est peut-être pas forcément inintéressant et inopportun de regarder ces acteurs-là. Je vais vous en présenter deux, trois comme ça, par exemple Atrimotel qui est spécialisé sur les hôtels et le tourisme. Vous voyez, il y a une réévaluation des valeurs de reconstitution et un maintien de la valeur de la part. Donc on est sur des CPI qui sont plutôt bien gérés et on a toujours une stratégie qui reste, vous voyez, parce que malgré la coût du Covid, la valeur de la part n'a pas bougé. Ça veut dire que globalement, alors il n'y a peut-être pas à espérer des augmentations substantielles de valeur de part, mais il y a un rendement et il n'y a surtout pas de destruction de valeur, ce qui est quand même, par les temps qui courent, plutôt intéressant. Je vais en prendre une comme ça, par exemple. Vous voyez, je disais du bien de Quorum. On est quand même sur Quorum XL. Alors il y a certes une réévaluation de la valeur de reconstitution au 31 décembre 2024, mais la valeur de la part reste quand même toujours au-dessus. Et nous, sur ce volet-là, en fonction, par exemple, de la date où ça a été acheté, vous avez peut-être intérêt à vous poser quelques questions sur ce genre de fonds-là. Donc voilà, donc nos outils servent justement à ça. Alors, ça me permet de donner une transition intéressante, puisque vous savez que dans nos interfaces, vous avez la possibilité de récupérer vos portefeuilles. Et en fait, dans vos portefeuilles, vous allez avoir effectivement un calcul de rentabilité. Si c'est un portefeuille existant, vous allez pouvoir calculer la performance du portefeuille. Vous allez pouvoir importer vos portefeuilles d'O2S ou de Carbon Alpha. Et puis, on a deux, trois autres partenaires qui vont arriver. Et vous voyez qu'automatiquement, ces portefeuilles sont peuplés avec la performance constatée sur la rentabilité, mais aussi les potentielles évolutions sur les valeurs de part. Donc, vous voyez, et ça s'est remis à jour tous les trimestres. Vous voyez, par exemple, Élysée Pierre, ça peut être un fonds intéressant, puisque vous avez une rentabilité qui peut être assez substantielle. Et derrière, vous avez un second marché un peu à la peine. Ça veut dire que derrière, si vous rentrez avec une baisse de valeur de part qui, pour l'essentiel, est passée, ça veut dire que ça peut être des fonds qui peuvent être intéressants, sur lesquels il peut être intéressant de rentrer. Je vais terminer cette présentation et après, je vais prendre vos questions en fonction de. Vous pouvez les poser déjà directement, soit via le chat en bas à droite, ou vous pourrez ouvrir vos micros d'ici quelques minutes. Je vais vous présenter deux parmi la dizaine de portefeuilles qu'on a créés. Le portefeuille qui s'appelle, alors comment ils sont faits. En fait, nos portefeuilles sont faits à peu près tous de la même manière. Donc là, celui-ci s'appelle Sustainable Europe. Alors, Sustainable Europe, à quoi il sert? Il sert simplement on va dire, à faire en sorte que vous puissiez avoir comment la possibilité de choisir dans une thématique européenne et durable. Et donc, en fait, on va vous expliquer l'approche de l'analyste, de nos analyses, et on va ensuite vous donner les performances passées, comment est construit le portefeuille, et puis derrière, on va aussi pouvoir vous donner des performances futures à partir de nos outils, évidemment, et les recommandations qui portent sur ce portefeuille. Et de la même manière, vous allez avoir aussi la possibilité, j'en donne deux, mais parce qu'on en a beaucoup d'autres, hein, et vous allez avoir la possibilité aussi d'aller sélectionner, par exemple, n'importe quel contrat d'assurance vie. Et alors, je vais le mettre en plein écran, et vous choisissez, je ne sais pas,
Oui, j'en ai un là, tout fait. Hop, je vais prendre celui-là, Darjeeling, je ne sais plus par qui il est distribué. Et vous allez avoir automatiquement de filtrer les portefeuilles avec la performance financière et la performance durable pour aller caractériser et sélectionner vos fonds à l'intérieur enfin, les UC à l'intérieur de ces enveloppes d'assurance vie pour derrière pouvoir directement faire des arbitrages qui vous semblent les meilleurs. Alors, on en a fait 150. S'il en manque, n'hésitez pas à nous le dire, parce que nous, on peut les rajouter au fur et à mesure. Voilà, je vais prendre un potentiel libéraliste, par exemple, où à l'intérieur de ce portefeuille, vous allez pouvoir avoir le choix de l'ensemble de ces SCPI pour ensuite aller prendre celles qui vous semblent le plus performant par rapport à nos analyses qui sont réalisées et mises à jour tous les trimestres.